Bonjour à tous. Je m'appelle Athanas Périfan. Je représente la liste en fait du Centre d'Ordre avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, je voulais d'abord vous dire, et on vous l'a déjà dit, bravo pour le travail qui a été fait. Parce que dans la note que vous avez faite, il y a à la fois le constat, mais il y a aussi en fait des débuts de solutions. La deuxième chose, en fait, c'est merci d'inviter ce sujet de la tranquillité publique au cœur du débat public parce qu'il n'y est pas. Et s'il n'y est pas, on peut se demander pourquoi. Pourquoi on parle de plein d'autres sujets dans notre débat, mais celui-là est absent. Et je trouve que c'est pas sain parce qu'en fait, il vous concerne tous, il nous concerne tous, et que ça ne fait qu'accentuer en fait le décalage que peuvent ressentir les habitants des préoccupations des politiques. Ce problème de la tranquillité publique, c'est un problème important. Il pollue notre vie. Pour l'avoir vécu pendant 2 ans, comme vous le vivez aussi, on peut vous dire, et vous le savez, que c'est insupportable. Comme élu local, depuis de nombreuses années, un tiers des gens que je reçois dans mes permanences, c'est des gens qui viennent me parler de ces problèmes-là, en fait, qui sont exaspérés, qui n'en peuvent plus. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de souffrance. Oui, il y a une souffrance. Et il n'est pas normal aujourd'hui, alors que la société est en difficulté, qu'on a tous nos vies qui ne sont pas simples, des vies de famille, des vies professionnelles, des problèmes de logement, qu'en plus de tout ça, on subisse des choses qu'on pourrait éviter. Autant la maladie, la souffrance de la maladie, parfois on ne peut pas l'éviter. Autant la souffrance d'une séparation dans une famille, on peut parfois ne pas l'éviter. Mais cette souffrance qui résulte en fait de personnes qui polluent la vie au quotidien, je trouve ça insupportable et ça se rajoute. Donc pardon, en tant qu'élu de la République, pardon de ne pas avoir intégré ça suffisamment tôt dans nos problématiques, pardon surtout de ne pas avoir trouvé de solution. On a l'impression que l'institution, face à ces problèmes-là, elle est impuissante. 140 appels de la police, 140 interventions. Rue de Borrego, ils sont venus la police. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et vous savez, il y a parfois des dynamiques et il y a parfois des engrenages. Et quand l'engrenage, la dynamique, elle est négative, ça va de pire en pire. On a l'impression qu'une bande par-ci, une autre bande par-là, un sentiment d'insécurité, du bruit, et que ça finit par se développer. De la même manière qu'il pourrait y avoir un engrenage négatif. Je pense à la propreté, dans certains pays, dans certaines villes, quand c'est très propre, on ne salit pas. Quand c'est très calme, on ne pollue pas avec des nuisances sonores. On fait attention aux autres. Moi, j'aimerais vous dire, en fait, on a l'impression que c'est un problème qui est complexe à régler. Bien sûr qu'il est complexe à régler. Sinon, il aurait déjà été réglé depuis longtemps. Mais il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité que notre vie quotidienne, elle soit polluée. Il n'y a pas de fatalité et il faut qu'on se batte. Et pour ça, il faut mettre de l'énergie. Vous en mettez dans le collectif, vous habitants, vous en mettez, il faut que les politiques en mettent. Et c'est notre énergie conjointe qui fera qu'on arrivera à résoudre un petit peu les problèmes. Soyons clairs aussi, pourquoi ce n'est pas un problème simple? Parce que c'est un problème qui reflète tous les problèmes de la société d'aujourd'hui. Vous en avez parlé de crise. Mais c'est exactement ça, c'est une crise de la famille. Parce que c'est d'abord un problème d'éducation. Et que l'éducation, elle est faite dans la famille. Si les parents cessent en fait d'éduquer leurs enfants, ou ne peuvent plus, ou que la famille est fragilisée, voire éclatée, on a ce problème. Parce que c'est au cœur de la famille qu'on apprend le vivre ensemble. La famille, c'est le premier lieu de solidarité, c'est le premier lieu d'apprentissage de l'amour. Bien sûr, osons ce mot, de respect de l'autre. Et qu'en réalité, aujourd'hui, ces personnes qui sont en bas, qui font du bruit, elles n'ont pas reçu cette éducation. Elles n'ont pas appris à respecter l'autre. Parce qu'on peut faire du bruit parfois sans s'en rendre compte. Mais quand on va dire 1 fois, 2 fois, 3 fois poliment à des gens, écoutez, là il est 2h du matin, demain matin je pars à l'usine à 6h, j'arrive pas à dormir dans mon boulot, j'en peux plus, je vais péter un câble. La personne, si elle était polie, elle dirait, excusez-moi, on va faire moins de bruit. Mais quand ça continue, ça veut dire qu'il n'y a aucun respect et aucun dialogue possible. Le deuxième problème, c'est qu'il faut aussi prendre ce problème en amont, à l'école. Quand ces jeunes dont on parle ont 18, 20, 30 ans et sont dans la rue et font du bruit, et ils ont eu à un moment 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et je pense que l'école a cette responsabilité, ce devoir d'apprendre aux jeunes l'éducation au respect dès le plus jeune âge. C'est pas compliqué. Puis il y a l'oisiveté de cette société, vous l'avez parlé aussi du chômage. Et bien sûr, vous savez, quand on travaille, qu'on doit se lever à 6h du matin pour aller bosser, à 3h du matin, on n'est pas en train de faire la fête ou de faire du bruit en bas, on est en train de dormir. Et c'est ce qui est insupportable. On a parlé tout à l'heure de souffrance. J'ai fait cette triste expérience d'un de mes voisins qui a fait une tentative de suicide parce qu'il n'en pouvait plus. C'est une souffrance psychique. Ne pas pouvoir dormir. Ne plus pouvoir dormir
Appelez la police 10 fois, qui vous dit, bah écoutez, on est déjà venu 3 fois, ça sert à rien. Allez voir la mairie, personne ne vous reçoit, personne ne vous écoute. Mais en plus, vous êtes souffrance psychique, vous êtes confronté à ce sentiment de dire, mais personne ne m'écoute. Et il y a des gens qui pètent un câble. Alors, pardon d'avoir été un peu direct avec vous, mais quand on parle d'éducation de la famille, d'éducation de l'école, quand on parle du problème de l'emploi, on parle aussi du problème, en fait, de la responsabilisation des habitants, des voisins, des individus. Il n'y a pas de fatalité. Il y a une fatalité simplement quand on baisse les bras. Et aujourd'hui, sur ce problème, je pense qu'on a baissé les bras et qu'on déresponsabilise ces gens qui sont dans la rue, qui font du bruit. Les responsabiliser, c'est les respecter. Les sanctionner, c'est leur dire, vous êtes responsable, on vous sanctionne. Ne rien dire, c'est manquer de respect aussi vis-à-vis d'eux et dire, écoutez, faites ce que vous voulez. Et ça, ce laxisme, il est insupportable. Je termine en disant, moi je suis issu de la société civile, j'ai créé la fête des voisins et voisins solidaires, on en a parlé il y a quelques temps. J'avais créé la fête des voisins pour 2 raisons. La première, parce que j'avais découvert une personne âgée qui était morte depuis 4 mois dans son appartement. Et que je me suis dit, le vivre ensemble, c'est pas simplement un slogan politique avant les élections, le vivre ensemble, c'est une réalité. Et la deuxième raison, c'est de se dire, on est dans une société, et c'est aussi un résultat de ce problème de société qui fait qu'il y a des gens qui manquent de respect. C'est qu'il y a une société où il y a un tel repli sur soi, une telle défiance vis-à-vis des autres, un tel matérialisme, un tel individualisme, où chacun pense à soi, mais on ne pense pas à l'autre. Et on ne pense pas qu'on peut gêner les autres. Et le vivre ensemble, c'est d'abord de dire, on n'est pas tout seul. Je ne suis pas tout seul derrière ma porte, mon digicode, mon interphone, ma porte blindée, à faire ce que j'ai envie de faire. Non. Je vis en société. Et le vivre en société, c'est une volonté. Et c'est là où je reviens à notre responsabilité d'élus de la République. C'est une volonté politique. C'est aussi votre responsabilité. Mais je trouve que vous avez du mérite de vous prendre en main. De créer, parce que vous connaissez vos voisins, une association, de vous dire, on va améliorer le quartier. Mais quand vous voyez qu'en fait, ça ne contribue pas à améliorer les choses, je comprends que vous puissiez baisser les bras. Donc, on ne va pas se défausser de notre responsabilité. Les solutions, on en parlera tout à l'heure et je terminerai là-dessus. Merci. Elles ne sont pas compliquées. Je prendrai un exemple. Vous savez, il faut un peu voyager dans le monde pour se rendre compte que en fait, les solutions existent ailleurs. New York était, il y a 10 ans, une des villes les moins sûres du monde. Le 20e à côté, on faisait figure de privilégié. Qu'est-ce qui s'est passé à New York? Il y a eu un maire qui a dit zéro tolérance. Parce que de l'incivilité aux petites nuisances, à l'insécurité, c'est en fait un cheminement graduel. Et il s'est pris en fait dès le début. Le zéro tolérance, c'était dire dès que quelqu'un casse un carreau dans la ville, on le sanctionne. Dès qu'il urine contre une porte cochère, on le sanctionne. 10 ans après, New York est devenue une des villes les plus sûres. Parce que, je terminerai là-dessus, pardonnez-moi, mais nous sommes tous parents pour la plupart. On le sait bien qu'avec nos enfants, ils poussent les limites, ils testent. Les jeunes qui sont dans nos rues et qui foutent le bazar, c'est pareil. Soit on dit rien, et nos enfants, ils vont mal tourner, soit on les éduque, parfois on leur donne une taloche, et finalement, on arrive à en faire des citoyens responsables. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être revenir à votre problème, qui c'est pas un problème général, c'est un problème en fait de tranquillité publique. Je ne voudrais pas que vous repartiez en vous disant, mais finalement, le maire d'arrondissement n'a pas le pouvoir de police, le maire de Paris n'a pas ci, n'a pas ça. On sert à quoi? Moi, je vais vous dire une chose, le général de Gaulle disait, là où il y a la volonté, il y a le chemin. Très clairement, quand on a une volonté, on peut y aller. Mitterrand a peut-être répété ce que disait le général de Gaulle. C'est Mussolini à l'origine. Voilà, revenons sur les problèmes qui concernent les habitants. La deuxième chose, c'est de se dire, comme dans tout combat, et il y a un combat, et ce qui me paraît moi insupportable, c'est de se dire qu'une minorité, une extrême minorité de citoyens d'individus pollue la vie de la grande majorité. Et ça, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus fort qu'eux. Et dans le combat qui va être le nôtre, qui va être de leur dire, arrêtez, ça suffit, on en a marre. On est beaucoup plus nombreux. Et c'est comme dans la pomme. Vous savez, quand il y a un petit ver qui arrive, il peut parfois polluer la pomme. On ne va pas attendre que la pomme soit complètement pourrie. Et ça revient à ce qu'on disait sur les attributions de logement. Cessons d'attribuer le logement social sur des critères idéologiques, doctrinaires. On le sait bien. C'est pas un problème de taille de famille. C'est pas un problème de couleur de peau. C'est pas un problème de revenus financiers. C'est un problème d'éducation. J'ai 4 enfants.
En face de chez nous, on avait une famille marocaine avec 4 enfants aussi, mais je peux vous dire qu'ils étaient 10 fois mieux éduqués que les miens. Voilà. Donc, c'est une question d'éducation des familles. Et si on a quelques familles, et on le voit bien, avec Paris Habitat, on se bat contre eux en leur disant, dans tel ensemble, il y a 2 familles qui pourrissent la vie de 300 familles. Pourquoi? Parce que les parents, ils acceptent que les enfants trafiquent, qu'ils sont contents que ça passe des nouveaux venus à la maison, que ça crée de l'insécurité, des incivilités, et que ça pourrit la vie de l'ensemble. On ne peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait les empêcher de nuire. Il faudrait peut-être les déplacer. Parce que très clairement, votre tranquillité à vous, notre tranquillité à nous, elle est plus importante que celle de 2 familles de dealers qui n'ont pas envie de faire des efforts, qui n'ont pas envie de s'intégrer, qui vivent sur le système d'expédients. Ça, c'est pas normal. Voilà, donc il y a un moment, il faut le dire clairement. On a du pouvoir. Un maire d'arrondissement a du pouvoir. Vous savez, la relation qu'on a élue avec le commissaire de police, c'est pas avec le préfet ou avec le ministre Manuel Valls, il faut être très clair. On ne va pas appeler tous les jours Manuel Valls pour lui dire il y a un problème sur telle cité. Mais avec le commissaire de police du 20e, on est en relation constante. Et le jour où on l'a appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois pour dire monsieur le maire, sur cette rue, sur cette cité, on a un problème, les habitants n'arrêtent pas de nous le dire, il va finir par bouger le commissaire. D'abord parce que c'est un homme sérieux, qui a vocation au service public, puis deuxièmement aussi parce que comme tout être humain, quand il aura eu un élu, un maire ou un adjoint au maire 10 fois dans la semaine, pour être tranquille, il va dire on va intervenir. Donc c'est là où on fera le plus de réclamations. C'est pour ça que je vous incite, vous habitants, à vous organiser en association, à faire du bruit, à écrire 1 fois, 2 fois, 10 fois, parce que plus vous écrirez, plus on interviendra. Alors contrairement à vous, pas besoin d'aller chercher en Angleterre des idées sur les voisins vigilants. On a créé, moi j'ai créé un outil qui s'appelle Voisins Solidaires, qui crée de la sécurité. Lorsque les voisins se connaissent, la sécurité existe. Une personne âgée, lorsqu'elle sait qu'elle peut compter sur son voisin qu'elle connaît, si un jour elle a un problème, ça va la rassurer, tout autant que d'avoir 1 ou 2 policiers en bas de chez elle. Attention à ne pas créer, souvenez-vous, à une époque, lorsqu'on est trop vigilant et qu'on dénonce le voisin, attention, pour moi la solidarité est source de sécurité, attention à la vigilance lorsqu'elle est exploitée dans une logique de peur de l'autre, parce qu'elle fait que les gens se replient plus qu'ils ne se rencontrent. Enfin, je dirais sur les solutions. On ne va pas développer, vous retrouverez, je pense pour chacun de nos professions de foi, à la sortie, des mesures, il y en a. Je le redis, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui pour moi la police nationale, il ne faut pas rêver, on ne va pas multiplier les impôts par 3 pour embaucher des millions de policiers en France. La police nationale, son rôle, c'est de s'attaquer au grand banditisme, au trafic de drogue, aux bandits. C'est pas d'assurer la tranquillité. Donc il faut une police de proximité, très clairement, dont le rôle sera d'être dans le quartier pour pouvoir s'occuper de tous ces actes d'incivilité. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a les ASP, vous les voyez, ces agents officiers de sécurité publique avec leur petite bande bleue. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont d'abord payés par la ville de Paris. Ils sont dépendants de la préfecture, mais comme c'est la ville qui les paye, le maire a au pouvoir. Depuis quelques années, leur nombre a diminué et la mairie du 20e et la mairie de Paris leur a demandé de se concentrer sur une mission autrement plus importante que notre tranquillité, c'est de mettre des PV. Voilà, je ne trouve pas ça normal. Ces ASP, ils sont là, ils existent, vous les voyez tous les jours, sur nos trottoirs, dans nos cités, ils sont là. On va leur demander de mettre moins de PV, de contraventions, et d'assurer un peu plus la tranquillité et la sécurité. C'est leur rôle. L'éducation des jeunes, il faut renforcer le rôle de la famille. Dans une société, il faut être très clair, la famille, elle m'enfle de partout, pardonnez-moi cette expression. Bien sûr, elle prend des coups de partout, on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, le pouvoir socialiste aime la famille. C'est dommage, parce que la famille, c'est cette première cellule de solidarité, elle est importante. On pourra éduquer les jeunes, on pourra leur apprendre le respect d'autres, je l'ai dit tout à l'heure. Occuper nos jeunes. Mais oui, il faut les occuper les jeunes. Je me souviens d'une dissertation, je vais être en 3e, c'était une phrase d'un auteur français qui disait que le travail éloigné de nous, le vice, l'ennui et le besoin. J'avais une très sale note, je me souviens, mais en réfléchissant un peu, bien sûr, il faut que les jeunes puissent travailler, le chômage est une vraie plaie. Et puis, on a proposé dans notre programme, j'ai lancé le pacte solidaire pour Paris 20e, c'est de dire comment est-ce qu'on lance un service civique parisien dans le 20e pour les jeunes. Que chaque jeune, plutôt que d'être à 4h du matin dans la rue à glandouiller, pendant la journée, il puisse être dans un service civique pour s'occuper de lutter contre l'isolement des personnes âgées,
pour s'occuper de faciliter la solidarité, et que le jour où il aura travaillé 8 heures par jour à s'occuper des autres pendant la journée, il sera tellement épuisé le soir que, rassurez-vous, il ne fera plus de bruit. Il sera à 22 heures dans son lit en train de dormir. Ça, c'est important. Ensuite, je termine, une minute si vous permettez. J'ai créé à Paris la première maison des voisins. Ah oui, soit on crée des salles de shoot pour que les dealers puissent plus facilement se piquer, soit j'ai créé une maison des voisins qui est un petit espace contrôlé, où en fait les voisins se retrouvent et où ces jeunes qui ne sont pas des délinquants, plutôt que d'être au pied de l'immeuble à faire du bruit, se retrouvent dans un petit espace. Et je poursuivrai. L'idée est de pouvoir lancer dans chaque quartier du 20e une maison des voisins qui sera ouverte à des jeunes. Elle est dans un endroit où lorsqu'ils font du bruit, c'est moins gênant, elle est isolée, elle permet à l'ensemble du voisinage de se retrouver, de dialoguer, d'échanger, de partager. Enfin, sur l'implication des bailleurs sociaux. Paris Habitat gère un très grand nombre de logements sociaux à Paris, certains d'entre vous y habitent. C'est infernal. C'est infernal, aucun dialogue possible avec eux, aucun contact. Lorsqu'une personne âgée nous dit « Moi, je veux bien laisser mon logement parce que j'ai 4 pièces, j'avais une famille, maintenant je suis toute seule, veuve », à une famille, et qu'on lui dit « Bien sûr, on va vous changer de logement, mais ça vous coûtera le même prix, parce qu'entre-temps, les loyers ont augmenté », c'est insupportable. Comment faire pour qu'il puisse y avoir un vrai échange dans le logement social? Comment faire pour éviter de mettre que des cas sociaux? Non pas que les cas sociaux n'ont pas leur place, mais c'est une question de bon sens. Lorsque vous avez trop de gens qui ont du mal et qui n'arrivent pas à s'intégrer, en fait, c'est difficile pour tout le monde. Et pourquoi développer les classes moyennes dans le logement social? Parce que la classe moyenne, en réalité, elle est intermédiaire. Elle peut faire le lien entre ceux qui sont plus aisés, qui sont au-dessus, elle peut faire le lien avec ceux qui sont plus malheureux socialement, qui sont en dessous, et elle crée ce lien. Enfin, je terminerai là-dessus. Je vous remercie, je suis convaincu qu'on peut faire. Je suis fier d'être dans le 20e. Il s'y passe des belles choses. Il y a beaucoup de générosité. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Je suis convaincu qu'il y a des gisements de générosité chez les habitants et que le rôle du maire, c'est bien sûr de nettoyer les rues, c'est bien sûr de ravaler les immeubles, mais c'est aussi, et j'en ai terminé, de réapprendre aux gens à vivre ensemble, de leur donner cette vision, de remettre de l'humain. Je rêve, et on le fera ensemble, d'une ville plus humaine, plus fraternelle, plus solidaire. Merci à tous. Merci.